Je vais commencer à vous faire voir un peu les articles qu'on va faire. Ah, ou pas. Alors attendez. Qu'est-ce que... Quel... Voilà. Euh... Bah, le serveur, en prenant la commande, il va devoir contrôler. Si c'est OK, bah, tu peux rester, sinon tu dois partir. Ouais, mais quelque part, tu auras déjà enlevé ton masque, tu auras déjà été au milieu de tout le monde. Enfin, oui, alors oui, tu seras pas resté longtemps potentiellement, mais note que je crains pour la sécurité des serveurs s'ils font face à des antivax un peu vénères. Mais oui, en plus. C'est-à-dire que c'est pas les. C'est pas les bonnes personnes qui vont s'en prendre plein la gueule en fait. C'est très désagréable. C'est vraiment très désagréable comme principe. Et encore une fois, ça oblige des gens comme moi qui sont très pro-vaccin à se fighter avec des gens qui, des fois, ne sont même pas réellement des antivax convaincus, mais ils sont juste pas vaccinés pour faire un fuck au gouvernement. Et c'est un truc où je trouve que ça crée encore plus des scissions et des trucs de fou. Et vraiment, Facebook, c'est le nid, quoi. J'y étais pas allée depuis longtemps, mais c'est un nid, c'est terrible. C'est affreux, Facebook là-dessus. Et voilà, donc il faut juste que j'arrête de regarder ces trucs-là et que chacun fasse selon ce qu'il peut faire et ce qu'il souhaite faire. Et voilà. Tant que tu n'as pas ton verre, ton plat, tu n'es pas censé enlever ton masque. C'est vrai, Colette. Mais peu de personnes le font. Mais c'est vrai. La majorité des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est soit des gens qui ne veulent pas et de toute façon trouveront un moyen ou un autre pour contourner les contrôles, soit des personnes isolées qui ne peuvent pas le faire ou n'ont pas assez d'informations. Je ne suis pas sûre que forcer les premiers soit plus efficace qu'accompagner les seconds. Je ne sais pas. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Là, Macron et sa femme pas encore vaccinés, semble-t-il, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils sont vaccinés, à mon avis, hein, depuis pas mal de temps. Je pense. Après, j'en sais rien, j'ai pas d'infos dessus. Et en France, je trouve qu'il y a de très bonnes raisons d'être très méfiant envers les institutions qui recommandent les vaccins. Je suis un pro-vaccin convaincu. Ben, je sais pas. Je sais pas parce que les personnes qu'on met en face ont toutes aussi des histoires avec des labos, avec des machins. Je pense que c'est compliqué euh, de pas être en relation, on va dire, avec des labos quand tu fais partie du domaine médical, où que ce soit dans le monde, en fait. Je pense vraiment que c'est très très compliqué d'être en indépendant total. Entre les gens qui ont eu la flemme, les gens qui ont peur, les gens qui se méfient, les gens qui ont eu mal à le faire et les antivax. Bah oui. Après, les gens qui ont la flemme et les gens qui avaient un peu peur, je pense, se sont décidés d'un seul coup là. Donc ça fait déjà une grosse vague. Après, les gens qui ont du mal à le faire, ils auront toujours du mal à le faire, et les antivax, voilà. Moi, je suis pas entièrement vaccinée, c'est pas de la mauvaise volonté. Ah non, mais je me doute bien. Je me doute bien. Mais on va traiter tous ces gens comme des hors-la-loi, tous sans distinction, augmentant encore la défiance. Je suis super fatiguée par le fait de devoir argumenter pour le vaccin avec les annonces, je vais arrêter. Ben oui, c'est ça en fait. Je pense qu'on est plusieurs à être dans cette situation-là, en fait, à être fatigués, en fait. De devoir argumenter. Et en plus, je suis assez convaincue aussi qu'on est face que quand on traite avec les antivax, etc., on est face à une majorité qui est très bruyante, une minorité, pardon, qui est très bruyante, pardon, mais qui est une minorité quand même. Et quelque part, ça rend encore plus défiant sur la société et sur l'humanité en règle générale. Il y a vraiment un truc où on se dit, bon bah voilà, tout le monde est naze, c'est la merde. Il y a vraiment ce truc-là, seul contre tous un peu, mais qui doivent ressentir aussi de leur côté, enfin je sais pas. Mais il y a quelque chose, je pense, qui irrite beaucoup et qui fait des frottements très très violents. Et, et quelque part, c'est très généré par les réseaux sociaux. Je suis pas certaine qu'au final, ce soit des personnes qui en plus soient si bruyantes que ça dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, oui, il faudrait juste que je me calme sur les réseaux sociaux, vraiment. C'est juste assez rageant que les personnes se prennent pour des rebelles en refusant le vaccin, mais crachent sur les militants qui font des actions réelles de rébellion depuis des années. Si tu veux faire des actions politiques, fais-en qui ne nuisent à personne. Le but, c'est plutôt d'améliorer la vie de toutes. Oui, je suis d'accord. Et je ne parle même pas des comparaisons immondes avec l'Holocauste, l'esclavage, la ségrégation raciale. Oui, oui. Ça, c'est. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est wouh, un cran au-dessus. Voilà, le principe avec le parallèle avec l'étoile jaune, tout ça. Ah là là, ça par contre, ça passe encore moins. Ça me fait gerber. Vraiment. Vraiment, vraiment. Yep, ça me chafouine parce que les gens qui aiment bien dire que tous les autres sont des cons sont en mode ah vous voyez, faut traiter les gens comme des enfants, faut les punir sinon ils font rien. Bah oui, je comprends. Bon écoutez, voilà, bref, on aura eu du coup le petit encart vaccination, je suis désolée. Finalement on a dû passer par là quand même. Oui, Balkany, bah oui, oui. Isabelle Balkany, son post parfait, parfait, vraiment, sur Twitter, une merveille, effectivement, Josh.
Mais oui, oui, du coup, voilà, on va laisser de côté ce truc du pass vaccinal, etc. De toute façon, bonsoir les Ilisardes. De toute façon, on est dans une situation où on peut pas dire ou faire grand chose de plus que ce qu'on fait ou que ce qu'on dit déjà. Euh, et c'est un sujet qui est tellement traité partout que finalement, à chaque fois, on peut en parler entre nous, mais on va répéter plus ou moins toujours les mêmes choses et voilà, on va se retrouver juste à dire les mêmes trucs entre gens qui sont convaincus dans tous les cas. Donc voilà, hein, passons. Et à la limite, on en reparlera après si ça vous fait envie. Salut, chaque à cerise. Donc aujourd'hui, nous avons un article sur les orphelins de féminicide, parce qu'on en parlait du coup lundi soir, après avoir vu le documentaire sur les féminicides. Donc voilà, orphelins de féminicide, pensée en impensé. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était intéressant de clore un peu les nombreux sujets qu'on a fait autour du féminicide. Bon, malheureusement, je pense qu'on va continuer. Oui, sujet joyeux, je suis désolée. Qu'on va continuer à devoir en parler, hein, mais euh, oui, Kitty, n'hésite pas à envoyer un article joyeux, sans aucun souci. Mais voilà, du coup, je trouvais que c'était bien aussi d'en parler aujourd'hui. Alors ça, je l'ai mis juste après, mais je pense qu'on n'enchaînera pas les deux articles. Violence conjugale, qu'est-ce que le suicide forcé? Parce que pareil, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé. Oui, merci Kitty. Hop. Oui, donc du coup, on a assez peu parlé l'Australie sur le point d'éradiquer. Oh, regardez, je suis tellement une rebelle. J'ai pas accepté les cookies. L'Australie sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que le suicide forcé? Donc ça, on va le lire probablement à la fin pour que les gens qui ont des gros triggers par rapport à ça, tiens d'ailleurs, hop, on le met à la fin, qui ont des gros triggers par rapport à ça ne soient pas trop exposés à ça. Bonne soirée, Basalte. Ensuite, nous avons... Alors, ce petit triptyque là, c'est sur Guy Bourdin, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un photographe, c'était un photographe, il est mort. Mais voilà, du coup, c'était un photographe de mode, me semble-t-il, essentiellement, de publicité aussi, bref, qui est censé avoir une rétrospective au musée de l'Affiche et à Toulouse. Et des féministes protestent contre cette exposition-là et essaient en gros de l'interdire parce que selon elles, cette exposition promeut la culture du viol. Or, moi, Guy Bourdin, je ne le connaissais pas. Enfin, vraiment, pas du tout. Et du coup, nos amis de Causeur ont fait un article tout entier sur Guy Bourdin dans le pétrin du féminisme, le féminisme du photographe Guy Bourdin que les néo-féministes ne savent pas voir. Donc, selon Causeur, c'est un photographe féministe. Donc, je me suis dit quand même, on va pas passer à côté de ça, à côté d'un photographe féministe. Donc, et qu'en plus, les néo-féministes n'ont pas compris, ce serait trop con. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on lise l'article de la Dépêche qui explique un peu ce que ces fameuses associations féministes reprochent à Guy Bourdin. Ensuite, qu'on regarde peut-être l'œuvre de Guy Bourdin et qu'on discute avec Causeur finalement de qu'est-ce qui se passe avec Guy Bourdin quoi et avec les féministes. Mais voilà, oui, c'est nos personnes sûres pour passer un bon moment, Causeur, vraiment. Le problème, c'est que si on doit empêcher toutes les expos qui promeuvent la culture du viol, il faut fermer tous les musées. Ah mais oui, oui. Non mais c'est pour ça, moi, profondément, pour le coup, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec le fait d'interdire une exposition qui, voilà, de photographie. Je ne sais pas. Donc du coup, c'est pour ça on va se faire une idée ensemble. Ensuite, alors oui, j'ai sélectionné ce truc-là, donc qui tourne autour du lesbianisme politique, puisque c'est un article de Mademoiselle. Les féministes hétéros devraient s'intéresser à l'injonction à l'hétérosexualité, et c'est un témoignage en fait. Et je trouve ça assez fou que quelque chose
complexe en vrai que le lesbianisme politique, parce que même si on a l'impression qu'on peut le résumer assez rapidement et assez simplement, en vrai ça bouge des choses qui sont assez complexes. Du coup, j'ai trouvé ça un peu fou que Mademoiselle décide de faire un article là-dessus, un témoignage là-dessus. Ça fait très très longtemps que j'ai rien lu sur Mademoiselle, vraiment très très longtemps. Et du coup, j'étais assez curieuse de voir de quel sujet il traitait et comment est-ce qu'ils allaient traiter ça, justement. Donc, alors après, c'est pas vraiment eux qui traitent le truc parce que c'est un témoignage, hein, donc voilà, c'est aussi la personne qui témoigne qui écrit, me semble-t-il. Mais bon, voilà, du coup, on va aller lire ça. Et enfin, un article de Mediapart, pardon, en Irak, être féministe au péril de sa vie, sur la naissance, enfin la naissance, c'est pas le mot parce qu'il y en a toujours eu, mais la renaissance d'une espèce de vitalité féministe en Irak. Et du coup, alors c'est un très long entretien de presque 50 minutes, mais il y en a un petit résumé en gros là. Et je trouvais que c'était chouette aussi de lire quelque chose sur des renaissances, on va dire, de pays au féminisme et aux droits des femmes. Je trouve que c'est forcément intéressant. Bon, je vois que ça commence à parler, de cette fameuse expo. Donc voilà, écoutez, on va voir tout ça. Et on commence par un sujet du coup un peu plus dur, carrément plus dur. Orphelin de féminicide, penser un impensé. Dans une pétition signée par près de 27 000 personnes, l'Union nationale des familles de féminicide réclame la création d'un statut et une meilleure prise en charge et des enfants victimes collatérales des meurtres conjugaux. Réclame la création d'un statut et une meilleure prise en charge des enfants, je pense. Je pense que c'est ça, hein, pas et des enfants. Peut-on vraiment dire qu'ils ont échappé au pire ? Depuis la nuit du 15 au 16 juin, 3 enfants ont du moins évité la mort. Le nouveau compagnon de leur mère s'est introduit à leur domicile de Nexon, à une vingtaine de kilomètres de Limoges. Accompagné d'un complice, il aurait tué son ex-compagne et un voisin venu pour la protéger, avant de mettre le feu à la maison. Je suis désolée, du coup, c'est terrible. Les enfants ne doivent leur salut qu'au sang-froid de l'aîné, selon le procureur. Tout juste âgée de 13 ans, elle a mis sa sœur de 8 ans et son frère de 5 ans à l'abri sur un balcon jusqu'à l'arrivée des pompiers. Comment grandira cette fratrie ? De quelle prise en charge bénéficiera-t-elle pour se reconstruire ? C'est pour sensibiliser au sort des proches des victimes de féminicide, et plus particulièrement celui de leurs enfants, que l'Union nationale des familles de féminicide, UNFF, a lancé en juin une pétition réclamant que leur soit accordé un statut de victime, défini dans une charte qui prévoirait plusieurs strates de prise en charge aux différentes étapes de leur parcours. Bon, ça c'est quelque chose qu'on avait dit déjà sur le fait qu'il fallait que les enfants soient considérés comme des victimes eux aussi des féminicides finalement, puisque très souvent ils en souffrent même en restant en vie quelque part, et ça tue l'enfance de beaucoup d'entre eux. Et des fois même leur âge adulte, voilà, ça tue les deux en même temps. Déjà signé par près de 27 000 personnes, le texte vise à interpeller le gouvernement. Après avoir vécu l'impensable, nous nous retrouvons seuls avec notre souffrance, sans aucune aide matérielle de l'État, ni prise en charge psychologique, écrivent les signataires, qui aimeraient s'inspirer de l'Italie. Rome a adopté en 2018 une loi visant à protéger les orphelins de féminicide, en finançant entre autres des aides psychologiques, juridiques ou des bourses d'études. Près de 12 millions d'euros ont été débloqués en 2019 pour financer ces mesures. Donc c'est quand même... je trouve que c'est un des trucs basiques, c'est-à-dire que accompagner les victimes de crimes comme ça me semble pourtant être une espèce d'évidence. Et pour autant, voilà, en France, c'est pas fait du tout. En France, selon la dernière étude gouvernementale sur les morts violentes au sein du couple, en 2019, 111 enfants sont devenus orphelins de père, de mère ou des deux parents à la suite de l'un des 173 meurtres conjugaux dénombrés cette année-là, dont 146 étaient des féminicides. Dans 14% des cas, comme à Nexon, les enfants sont présents au domicile au moment du crime. Toujours en 2019, 16 enfants mineurs ont été témoins des faits. Dans cette affaire, c'est même l'un d'entre eux qui a donné l'alerte. Actuellement, seuls les orphelins dont les parents ont été victimes de guerre ou du terrorisme peuvent obtenir une protection plus étendue de l'État français, appelée pupille de la nation. Les autres enfants, qu'ils aient perdu leurs parents ou aient dû être retirés de leur charge, sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, sous le statut de pupille de l'État, un système dont les failles et manques de moyens sont connus.
Le Grenelle des violences conjugales, organisé de septembre à novembre 2019, n'a pas vraiment prévu de mesures à destination des familles. Les enfants, eux, sont carrément laissés sur le bord de la route, a fortiori les jeunes majeurs, s'agace la présidente de l'UNFF, Sandrine Boucher, à l'initiative de cette pétition. Le directeur général de la Fédération d'associations France Victimes, qui gère les bureaux d'aide présents dans les tribunaux, rappelle que les dispositifs d'accompagnement existent déjà pour les proches, mais qui ne sont pas systématiquement mobilisés. Nous avons mené une enquête en interne sur les féminicides survenus en 2019. Il en est ressorti que les parquets n'ont fait appel à des associations qu'une fois sur 3. Les choses évoluent depuis, mais il faut systématiser ce recours, insiste-t-il. Ouais, non, la SO, on le connaît depuis longtemps, on le sait depuis longtemps, pardon, que c'est la grosse merde et que rien n'est fait pour l'améliorer. Ouais. J'ai bossé en protection de l'enfance et malheureusement l'évidence n'est pas évidente, le système est bien moisi, violence au sein même de la protection de l'enfance et absence de soins psy adéquats. Oui, non mais non, c'est clairement une grosse faille et je trouve ça fou qu'à nouveau on ne considère pas la famille comme étant entièrement victime en fait du féminicide qui a eu lieu ou de la violence conjugale globalement, alors qu'on sait très très bien on sait très bien que la plupart du temps, les violences conjugales touchent et impactent les familles tout entières. C'est très rare que les enfants, et on l'a dit plusieurs fois pendant notamment le live de lundi, mais c'est très très rare que les enfants échappent complètement à la violence conjugale, qu'il n'y ait vraiment aucune friction entre les adultes et les enfants dans ces situations-là, quoi. En plus, je ne peux pas m'empêcher de penser que des institutions qui laissent autant de pouvoir sont un aimant à personnalité toxique. En l'occurrence, là, les agents ont beaucoup d'ascendance sur des sujets en état de faiblesse. Mais c'est pour ça qu'il faudrait plus de contrôle, qu'il faudrait plus... Oui, on est d'accord. On est d'accord. Détresse émotionnelle. L'UNFF réclame aussi que les proches puissent bénéficier gratuitement d'une prise en charge spécifique en psychotrauma dès l'annonce du décès, ainsi que sur la durée, et que soit généralisé dans toute la France le protocole féminicide mis en place en Seine-Saint-Denis dès 2014. Né d'une collaboration entre l'Observatoire des violences envers les femmes du département, le parquet, l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et l'aide sociale à l'enfance, il permet à la justice de prononcer une ordonnance de placement provisoire en urgence des enfants dès le moment du meurtre. Ils sont alors hospitalisés pour plusieurs jours dans un service spécifiquement formé. Ça pareil, je trouve ça fou que ce soit pas systématique. Cette période fonctionne comme un sas qui permet de prendre soin d'eux parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extrêmement grave. Et cela permet au service de protection de l'enfance de bénéficier d'un temps suffisant pour évaluer la situation familiale, détaille Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis et membre du Haut Conseil à l'égalité. Pour les aider à revenir à la vie, passer par l'hôpital permet, selon cette spécialiste, de créer un lien avec les soignants qui pourra perdurer dans la durée et apporter également un soutien aux proches qui accueilleront l'enfant. À ce jour, seul le département du Rhône a mis en place un dispositif similaire depuis avril. Ailleurs, il arrive que les enfants soient confiés à la famille paternelle qui peut minimiser le crime ou dénigrer la victime. Et lorsqu'ils sont confiés à la famille de celle-ci, elle peut se trouver dans un tel état de détresse émotionnelle qu'il lui est parfois difficile de faire face à des enfants qui ont vécu une scène de guerre, abonde Sandrine Boucher. C'est vrai que c'est des choses où on se trouve que... on se rend compte, on se rend compte que vraiment rien n'est prévu autour de ces violences conjugales. Il y a énormément de mots, encore une fois on retombe sur ce qu'on disait jusque-là, il y a énormément de mots et très peu d'actions concrètes et de mise en place concrète de choses qui pourraient fonctionner et qui sont utiles, surtout dans ces cas-là. Je suis presque sûre, alors après c'est mon opinion, hein, encore une fois, c'est pas du tout sourcé, mais je suis presque sûre, par exemple, que le fait de soutenir psychologiquement, de prendre en charge psychologiquement par des personnes formées sur le sujet, d'avoir ce soutien-là et cette prise en charge-là, baisserait, je pense, considérablement les enfants qui ont vécu des scènes traumatiques comme ça et qui deviennent eux-mêmes des agresseurs par la suite. Je pense que ça baisserait le taux d'agression par ces ex-enfants témoins de violences conjugales et témoins de crimes parfois conjugaux. Donc je pense vraiment que ce genre de dispositif devrait être systématique, en vrai. Et en vrai de vrai qui ne le pense pas, que ce genre de dispositif devrait être systématique. C'est une évidence.
L'association fustige également des mesures qu'elle juge trop frileuses en matière d'autorité parentale, prises dans la foulée du Grenelle des violences conjugales. La loi du 28 décembre 2019 prévoit ainsi que l'exercice de l'autorité parentale soit suspendu automatiquement en cas de féminicide, mais ça aussi, mais pour 6 mois seulement. Ça, c'est fou, le fait que des personnes qui ont tué, par exemple, un père qui tue la mère des enfants, puissent encore avoir de l'autorité parentale, ça me rend dingue. Pendant ce délai, un juge aux affaires familiales doit se prononcer. À ce jour, difficile d'avoir des statistiques précises sur les décisions prises, mais il me semble évident qu'il faut que l'autorité parentale soit automatiquement suspendue jusqu'au jugement définitif en cour d'assises, exhorte Ernestine René. Si un père est violent avec la mère, et a fortiori s'il la tue, comment penser qu'il prendra ensuite les meilleures décisions dans l'intérêt de l'enfant? C'est un non-sens juridique et humain. Mais c'est ça, encore une fois, on le disait lundi, donc pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, du coup, vous aurez ce live-là lundi prochain, du coup. Mais oui, bien évidemment, c'est ce qu'on disait lundi. Bien évidemment qu'un homme ou une femme, hein, mais là on parle d'un homme qui tue la mère de ses enfants, n'est pas un bon père, ne peut pas être un bon père en fait. On entendait des témoignages, un témoignage particulièrement d'un monsieur sur la fin du documentaire qui disait mais c'est un bon père, etc. Or il parlait de quelqu'un qui a quand même poignardé sa femme le soir de Noël et qui par la même occasion a du coup blessé ses enfants qui essayaient de s'interposer. Non, c'est pas un bon père, bien sûr que non, que là il n'y a pas d'autorité parentale qui doit lui échoir puisque on voit bien qu'il n'est pas capable de jugement qui soit bénéfique pour sa famille. Enfin, voilà, il y a un truc où ça me paraît fou, en fait, que l'autorité parentale ne soit pas automatiquement suspendue pour ces personnes-là. Et c'est quelque chose que j'avais écouté aussi dans un podcast, justement, sur ça, sur les violences conjugales et sur les féminicides, notamment. Je crois que c'est un podcast des Pieds sur Terre. Globalement, je trouve qu'il y a un aveuglement sur tous les problèmes engendrés par les dysfonctionnements familiaux. On l'a encore vu dans les débats sur la hache avec les arguments à base de « faut pas remplacer la solidarité familiale ». Mais oui, complètement. Je pense que globalement, il y a une frilosité réelle sur le fait de toucher à la famille, globalement. De toucher à la famille telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été pensée il y a de cela plusieurs siècles. Et c'est fou. Parce que quand même, on est en train de plus en plus de la repenser, elle est en train d'évoluer, ce schéma familial est en train d'évoluer. Et en fait, le fait qu'on soit aussi frileux sur tout ce qui touche à la famille, ça dénote vraiment un attachement très profond à quelque chose aux valeurs très traditionnelles telles qu'elles sont ancrées encore dans nos sociétés. Je pense que ça va bouger, mais ce genre de non-sens-là, genre vraiment quelqu'un qui tue son conjoint et du coup, vu qu'il n'y a plus le conjoint, eh bien l'autorité parentale lui revient, entièrement, c'est exactement ce qu'elle dit, c'est un non-sens juridique et humain, voilà. Je m'échappe pour raison familiale, l'enfant est Marie. Je ne sais pas comment écrire l'accent. Des bisous Kikaï. Comme si la famille était systématiquement un environnement bienveillant. Mais oui, c'est ça. Je vais être l'avocat du diable et demander si l'inverse devrait s'appliquer aussi si c'est la mère qui tue le père. Ah bah bien sûr. Non mais il y a un truc où je pense que de toute façon, l'autorité parentale, si tu veux dire dans une affaire de violence conjugale ou dans une affaire de légitime défense. Parce que dans une affaire de légitime défense, c'est assez différent. Mais dans une affaire de violence conjugale, bien évidemment, si c'est la mère qui tue le père, ça marche aussi. Dans tous les cas, le fait de ne pas laisser l'autorité parentale à quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, au moins jusqu'à son jugement définitif, comme il est dit dans cet article-là, ça me semble assez logique. Assez logique. Salut Liswart. Sans aller jusqu'au meurtre, un couple qui se maltraite n'est pas apte à gérer les intérêts de leur enfant aussi, bien sûr. Pas si elle le tue en se protégeant, en protégeant ses enfants. Voilà, c'est ça. Il y a une différence entre la légitime défense, encore une fois, ou la violence conjugale. Mais ça peut être établi qu'au moment du jugement, pourquoi pas, du procès, d'un jugement définitif. Et dans ce cas-là, ça me semble normal de suspendre l'autorité familiale, de toute façon, l'autorité parentale, pardon. De toute façon, en règle générale, ces personnes-là sont arrêtées et pendant cette phase-là, ils sont en garde à vue, en prison, etc. Donc du coup, c'est pas des super endroits non plus où exercer son autorité parentale. Hein. Mais ça me semble logique, en fait. Si elle tue de sang-froid, oui, mais si elle tue parce qu'elle est à bout des violences qu'elle subissait de son conjoint, pas sûr.
Oui, on dit la même chose à peu près. Euh... Attendez, pardon. Je me suis toujours demandé comment l'institution famille permet de réguler les normes sociales dans l'ensemble. Mais oui, c'est un grand sujet, la famille, notamment d'un point de vue juridique et social en France. Ouais. Je trouve que là, la problématique est surtout sociale. On a que faire des marginaux, un peu le délire. Si t'es au SMIC, faut pas divorcer. Là, c'est en mode, fais pas un enfant avec un psychopathe, il fallait y penser avant. Mm. Bref, reste enfin le sort de tous les grands enfants, jeunes majeurs ou plus, qui doivent se démener seuls avec leur chagrin. Près de 40 ans après le meurtre de leur mère, Françoise et Laurence Le Goff continuent de faire entendre leur voix. Leur mobilisation en amont du Grenelle a permis de décharger ces descendants brisés de leur obligation alimentaire envers le parent meurtrier. Ça, j'avais entendu ça. Je crois que c'est Les Pieds sur Terre. Il me semble que c'est ça. Que c'est dans le podcast des Pieds sur Terre, qu'il y avait justement leurs paroles à toutes les deux, Françoise et Laurence Le Goff, qui disaient que il y avait une obligation alimentaire envers le parent meurtrier. Je crois qu'elle disait que c'était l'obligation pour elle de payer, de participer aux frais de sa maison de retraite. Je trouve, je crois. Il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était ça. Et du coup, voilà, elle disait, mais c'est le meurtrier de ma mère, et j'ai aucune envie de lui payer quoi que ce soit, j'ai juste envie de l'oublier et qu'il meure dans un coin. Et en fait, elle était tenue par la loi quand même de s'occuper de son parent. Et je trouve ça fou, en fait. Et heureusement que ces enfants devenus grands font entendre leur voix par rapport à des trucs pareils. Et du coup, on retrouve, Quentin, ce principe de... ouais, bah ta mère avait qu'à pas faire un enfant avec un meurtrier. C'est comme ça, maintenant vous vous démerdez, vous l'avez sur les bras, vous êtes ses enfants, c'est comme ça. Et c'est terrible en fait, mais encore une fois, on se retrouve face à cette dimension de la famille qui est un espèce de système uni et où on a l'impression qu'on ne peut pas le briser à aucun moment. Un truc un peu sain. Voilà, la famille, il y a un côté complètement sacré autour de la famille qui fait qu'on ne peut pas désunir une famille parce qu'on ne peut pas désunir la cellule familiale. Et ce, tout en ne tenant pas du tout compte du fait que la cellule familiale puisse être déjà profondément meurtrie, désunie, voire complètement toxique pour les personnes qui sont à l'intérieur. Mais à partir du moment où ça forme cellule familiale, eh ben, c'est quelque chose de sacré qu'on n'a pas le droit de briser. Et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer, encore une fois, mais qui en est pas encore à ce stade-là de potentiellement l'environnement familial est toxique et donc du coup la famille n'est pas forcément le meilleur refuge pour tout le monde. Ça dépend du contexte évidemment, mais la justice faisant actuellement très mal la différence entre un homicide volontaire froid et un homicide de désespoir et légitime défense, je me demande si la déchéance d'autorité parentale s'appliquerait pas indifféremment mais à des durées ajustables. Peut-être. Peut-être, mais honnêtement, je pense que quand tu es, par exemple, dans le cas de cette dernière femme qui a tué son conjoint après je ne sais pas combien d'années de torture psychologique et physique qu'il a exercé sur elle, je pense que, par exemple, dans ce cas-là, où elle l'a tué au moment où il a commencé à émettre l'idée qu'il allait s'en prendre à sa fille, je pense que le fait que tu sois déchu de ton autorité parentale pendant un certain temps est le cadet de tes soucis quand tu as la certitude absolue que tu as sauvé ta famille, quoi. Enfin, que tu as sauvé tes enfants d'un truc affreux. Je pense que vraiment tu te dis, bon, c'est déjà ça, entre guillemets, qui est fait. Je pense que ça doit pas être ton souci principal, même si c'est d'une injustice terrible, mais ça doit pas être ton souci principal au moment où tu vis le truc, et voilà. Après, encore une fois, si c'est juste pour que ces enfants-là soient pris en charge par l'assistance et que en fait ils soient pris en charge sans aucun environnement psychologique particulier, sans rien de particulier, par des gens qui sont pas formés à la question, etc. C'est pas beaucoup, c'est pas un grand soulagement non plus, quoi. Mais bon. Justement, il y a des cas de personnes fragiles qui décompensent parce que ce sont des personnalités asives comme si, qui sont vides à l'intérieur et qui ont essayé de correspondre coûte que coûte au modèle idéal de père ou de la mère imposé par la société en imitant les autres, voir le film L'Adversaire ou l'affaire Watts. C'est dire comme le modèle normatif de la famille peut être puissant et injonctif aussi, bien sûr.
En 2018, le département du Maine-et-Loire avait sollicité les deux sœurs pour aider financièrement leur père, l'auteur du crime, avant de faire marche arrière. Oui, c'est ça, voilà, c'était ce que j'avais écouté. Mais pour ces dernières, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment sur la question de la prise en charge psychologique. Il a fallu que j'attende d'avoir mon premier boulot pour me payer un psy, s'indigne la première. Mais ça, c'est fou, par exemple. Dans l'Hexagone, le suivi du psychotrauma demeure largement insuffisant. La France ne compte qu'une dizaine de centres spécialisés, quand il en faudrait au moins un par département, selon le HCE. Maintenant que les enfants victimes sont sortis de l'ombre, il faut qu'ils soient entendus au niveau politique, espère Françoise Le Goff. Écoute, c'est ce qu'on espère tous. Et voilà. Globalement, c'est reconsidérer le féminicide comme un meurtre familial qui touche toute la famille et pas qui touche juste une personne. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, on parle de féminicide, encore une fois, c'est considérer la violence conjugale et les victimes de violences conjugales et de meurtres conjugaux comme une victime parmi toute la famille qui est victime en soi. Hein, ça ne s'applique pas qu'aux femmes, on est bien d'accord que la violence conjugale, ça peut concerner les hommes aussi, même si c'est dans une mesure un peu plus faible, voire carrément plus faible d'ailleurs. Bon, écoutez, voilà, donc c'était histoire de... Alors ça se conclut plutôt sur un truc sympa, sur un truc de dire, allez, peut-être que les choses vont évoluer, mais voilà, c'est une évolution. De toute façon, l'évolution de la France et du système judiciaire, administratif français par rapport à la famille, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore, acquis, quoi. Vraiment, clairement. Vidéo, Toulouse, cette exposition promeut la culture du viol, les associations féministes contre une exposition au musée de l'Affiche. Donc du coup, on passe à ce sujet-là. Des associations féministes reprochent à la mairie de Toulouse d'avoir maintenu une exposition du photographe Guy Bourdin au musée de l'Affiche. Elles dénoncent des photos dégradantes pour l'image de la femme, qui multiplient les stéréotypes et propagent la culture du viol. La mairie maintient l'exposition au nom de la liberté de création et de la liberté culturelle. Je ne suis pas une jambe, s'il vous plaît, plus d'imagination pour nos rêves érotiques, pédocriminalité hors de nos musées. Plusieurs associations féministes ont manifesté, mercredi 30 juin, contre l'exposition du photographe français Guy Bourdin, 1928-1991, au Matou, le musée de l'Affiche, dans le quartier Saint-Cyprien, à Toulouse. L'affiche de l'exposition a été taguée avec les mots « culture du viol ». Nous sommes en colère car les photos de cet homme représentent des corps ou des morceaux de corps de femmes dans des positions lascives et explicites. Elles produisent et diffusent la culture du viol, explique une porte-parole du mouvement HF Occitanie Alliée. Ces photos ont souvent servi à illustrer des campagnes de publicité dans les années 70-80. On se sert du corps pour vendre des produits. On est en plein dans le capitalisme effréné et consumériste, ajoute Claudine Salvert du collectif Droits des femmes Midi-Pyrénées. La mairie nous a sollicité pour mettre l'exposition en perspective, mais on ne peut pas cautionner ces images, explique Sophia Antoine du collectif d'artistes Les Tenaces. Pour Enora Lamy, vice-présidente d'Oser le féminisme 31, il y a tellement d'artistes femmes contemporaines qui manquent de visibilité. Pourquoi mettre cet homme en valeur ? Caca Bourdin, très fort, pour Guy Bourdin. Caca Bourdin. Chacune et chacun est libre d'apprécier ou pas l'esthétique de l'artiste. Cette exposition, programmée jusqu'à fin août 2021, la direction du musée de l'Affiche l'a souhaitée, à la suite de nombreuses villes, Londres, New York, Berlin, Paris et récemment Nice, explique le musée sur un panneau à l'entrée de l'exposition. Guy Bourdin est un artiste reconnu, mais nous avons fait la démarche de consulter des associations féministes bien avant l'installation de l'exposition. Elles se sont opposées à l'exposition et ont notamment pointé 2 affiches que nous avons accepté de retirer, explique Pierre Esplugas, adjoint au maire en charge des musées. Nous nous sommes longtemps interrogés sur l'opportunité de réaliser cette exposition. Pour autant, au nom de la liberté de création et de la liberté culturelle, ne nous sommes pas reconnus le droit de censurer cet artiste. La cancel culture qui voudrait effacer des pans de notre culture au nom de certains principes, nous n'en voulons pas. Chacune et chacun est libre, avec sa propre sensibilité, d'apprécier ou pas l'esthétique de l'artiste, d'interpréter, de manière positive ou négative, les œuvres présentées. Oui, alors... Le principe de la cancel culture à tout bout de champ, la cancel culture, il y a vraiment un côté faire disparaître complètement un pan de la culture. Un pan de la culture, c'est même pas le mot, c'est pas sur la culture, la cancel culture, c'est faire vraiment disparaître complètement quelqu'un, quelque chose, voilà. En soi... Après, je suis désolée, je réfléchis au même moment, parce que du coup, j'avais pas lu l'article avant. Le principe, c'est que je découvre
le truc avec vous. En soi, je suis pas convaincue par le fait que interdire une exposition parce qu'on juge que juste elle est plus en accord avec le temps du tout, c'est de la cancel culture, dans la mesure où on n'interdit pas complètement l'artiste. Le principe, c'est pas de censurer l'artiste du tout. Mais c'est vrai que d'un autre côté, le politique et le militantisme, est-ce que ça peut vraiment s'opposer systématiquement à toutes les œuvres, à tous les... Enfin, encore une fois, j'ai pas de réponse toute faite. Hein. Moi, pour moi, ce genre d'exposition-là, il faudrait que ce soit accompagné par des lectures critiques, en fait, des œuvres. Et je doute un peu que ça ait été fait, en fait. Ils ont consulté des associations féministes, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment tenu compte de ce qu'elles ont dit, donc... je trouve ça bien quand même qu'ils conseillent les assos féministes et d'ajouter une lecture critique à l'exposition. Oui, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une grosse lecture critique à l'exposition. Est-ce que le ou la commissaire d'exposition a intégré un regard critique féministe dans le parcours d'exposition? Ça aurait été plus judicieux, je trouve, que d'accepter de retirer une ou deux affiches. Bah oui. La liberté de création, c'est quand même un bon gros argument de merde, ça peut couvrir tout et n'importe quoi. Bah oui, c'est ça le souci en fait. Comme s'il y avait des compromis à faire, bah non, faut rebondir sur les arguments féministes et changer l'expo au mieux. Oui. Oui, oui. Oh mon dieu! Non, vous avez atterri dans un dans un nid de féminasgules. Bonsoir Sweetberry, bonsoir le raid, merci, bonjour à tout le monde, bonsoir, bonjour. On est en train de faire une petite revue de presse, et là nous en sommes à une exposition de Guy Bourdin qui est très controversée à Toulouse. Selon moi, aucune artiste, quelle qu'elle soit, n'a rien à se reprocher. Il y a l'angle du sexisme, mais aussi racisme, validisme, etc. Et la personne n'est parfaite. Il faudrait permettre aux gens de s'améliorer et sanctionner ce qui est sanctionnable. Je n'aime pas vraiment la cancel culture, mais pas parce que chacun a sa sensibilité, mais parce que ça manque de pédagogie. Je comprends ce principe de la pédagogie qui manque dans ce principe de la cancel culture du « on élimine ». Encore une fois, pour moi, une exposition est possible à partir du moment où comment dire, c'est accompagné par une lecture critique. Après, d'un autre côté, ce monsieur Guy Bourdin, on va voir ce qu'il a fait, hein, mais ça a l'air d'être le principe même du vieux monsieur photographe qui a été consacré par toute une époque qui ne correspond pas forcément à la nôtre. Et je pense aussi qu'on peut remettre en question ces choses-là et que éventuellement, on peut se dire que certains artistes qui ont été très encensés à leur époque n'ont pas forcément d'intérêt pour l'époque actuelle. Alors qui décide de ça? On est bien d'accord, voilà, c'est pas forcément le truc le plus évident de savoir qui décide de ça. Mais voilà, on peut estimer que, oui, un artiste qui a beaucoup plu à une certaine époque peut avoir une relecture maintenant qui ne le rend pas si fascinant de ça, en tout cas pas au point d'en faire une exposition entièrement sur ses œuvres à lui. On peut estimer aussi qu'on peut mettre par exemple en parallèle une ou un artiste engagé d'un point de vue féministe avec celui-là. Il y a 1000 manières, je pense, de ne pas effacer des œuvres tout en leur apposant un regard critique et une certaine pédagogie, je pense. Bonsoir Jorndab. En fait, une bonne expo, c'est comme un bon article Wikipédia, faut une partie controverse critiques actuelles, mais oui. Trop bien l'alerte. Écoutez, je suis heureuse que vous appréciez cette alerte. Coucou Corbeau gentil. Oui, l'alerte, hein. L'alerte est puissante. Vous êtes tombé dans un nid de féminasgules. Je viens de voir quelques affiches, c'est plutôt sympa, sexuel certes, mais avec un côté décalé assez plaisant. Franchement, la vague de pub porno chic au milieu des années 2000 était bien plus vulgaire et choquante. Alors on va regarder ça, justement. Alors non, les artistes sont des individus et comme tout individu peuvent être de grosses merdes, Picasso, Gauguin. Mais oui, c'est ça le truc. En fait, le débat reste entier systématiquement autour de ça parce que c'est dur de différencier l'homme de l'artiste. Vraiment, c'est compliqué de faire ça. Mais en même temps, on a eu plein de fois cette discussion-là et ce débat-là sur énormément de lives. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres lives d'avant parce qu'on a eu énormément de débats autour de ce sujet-là. Moi, j'en conclus très souvent que j'arrive à distinguer, par exemple, l'homme de l'artiste sur quelqu'un qui a été jugé et qui a été condamné et qui ne s'est pas caché à aucun moment, ou sur quelqu'un
qui est décédé depuis assez longtemps aussi. C'est quelque chose que psychologiquement, j'arrive à le faire. En tout cas, je le fais plutôt de façon naturelle, avec plein de guillemets. Mais après, c'est un débat qui est très complexe et très enflammé en règle générale. Alors Picasso et Gauguin, tellement des gros dossiers que personne ne t'apprend, même en parcours histoire de l'art. Ça, c'est clair que j'ai jamais appris ça, Kitty, en histoire de l'art. Enfin, Picasso, Gauguin, on en a beaucoup parlé, mais pas tellement de leur vie à eux. Le Corbusier. Bonsoir Vieux Blake, je suis allée voir l'expo Chanel et j'avoue avoir été un peu gênée qu'il n'y ait aucune controverse sur la vie de Coco. Je comprends pas qu'on puisse pas faire des expositions nuancées. Mais moi non plus, vraiment il y a un truc où j'ai l'impression qu'on peut toucher à beaucoup de milieux, mais le milieu culturel de l'histoire de l'art avec un grand A, c'est très compliqué, j'ai l'impression, d'avoir des parties controverses, effectivement, des parties critiques de l'exposition, des critiques politiques, des critiques militantes, des critiques... peu importe, d'ailleurs, ça peut être aussi des critiques artistiques, soyons fous. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est très compliqué de ne pas faire une exposition qui soit 100% au crédit de l'artiste, et ce, quel que soit l'artiste. Reconnaître le sexisme et tout ce qui s'ensuit, racisme, homophobie, ça ne veut pas dire censurer jusqu'à l'oubli des œuvres picturales et autres, c'est surtout reconnaître ce qui ne va pas et regarder en toute connaissance de cause. C'est fou ça de toujours simplifier en cette œuvre est misogyne et il faut que cette œuvre cesse d'exister. On peut, bien évidemment, moi je crois très fort au fait d'avoir des notices explicatives. Après, il faut voir à quel point elles sont lues ou pas, il faut voir à quel point elles sont percutantes ou non. Mais c'est un truc à organiser, c'est un métier. Voilà, scénographe, c'est ça aussi dans une exposition. Surtout que c'est pas comme si on s'attardait pas sur la vie personnelle des artistes dans les expos, mais en plus c'est nier que les personnages sont pluriels, mais complètement, complètement. Et c'est vrai aussi que, encore une fois, je le répète, mais que tous les artistes ne sont pas forcément à garder. Après, bon, je me garderai bien de juger Guy Bourdin, on va voir un peu ce qu'il a fait, mais il y a sûrement d'autres artistes qui sont tout aussi cool et qui ne traitent pas forcément des sujets de la même manière, en tout cas, ou d'une manière qui soit possiblement sensible à la controverse. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que les majorités des artistes qui sont controversés sont des artistes qui ont été d'énormes sous-merdes de leur temps, sans que ça n'ait jamais rien provoqué, ni chez leurs contemporains, ni aujourd'hui. Donc il n'est même pas question de jugement ici. Oui. On peut être un artiste sensible avec une œuvre magnifique, un père déplorable, une mère atroce, un compagnon pourri, une compagne nulle et avoir des idées personnelles complètement répugnantes. Mais oui, complètement. Non mais c'est pour ça, c'est vraiment une question, c'est pas si simple. C'est pas si simple. mais c'est toujours intéressant d'en parler. Alors, qu'avons-nous? Est-ce qu'on peut passer les... Oui, on peut passer... Regardez, voilà. Donc ça, c'est Guy Bourdin. De toute façon, la portée du message de l'artiste est limitée à ceux qui se sentent légitimes d'aller au musée, c'est-à-dire une certaine partie de la société. C'est pourquoi les controverses restent dans une bulle, je trouve. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Hmm. Ça me dérange pas, par exemple, comme œuvre... Bon, bah ça d'autant moins. Ça plus, par exemple. Ça, je comprends pas bien. Je comprends pas bien, mais après, bon. Ça, j'aime pas, par exemple. Effectivement, il y a un truc très... Pour moi, il y a quelque chose de très... Après, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a des talons, en fait, là, ici. C'est une dame en résille avec des talons. Ça, pour moi, la portée de ça est quand même très, très limitée. Et effectivement, c'est objectifié à donf la femme en montrant vraiment qu'un truc qui est, en plus, là, volontairement sexualisé, avec le côté résille, etc. Bon. Ah, l'enfant n'est pas content de sortir du bain. Bon, bah ça, voilà. Ça, je trouve ça assez joli. Il y a un côté japonisant, de toute façon, qui est assez fort, mais ça va. Enfin, je sais pas. Je vous dis un peu le ça va pas, mais vous avez le droit d'avoir votre avis à vous aussi. Ouais, je sais pas. Je ne sais que dire. Ça, par exemple, je trouve ça violent comme image et un peu dérangeant, quoi. Après, à quel point est-ce que ça promeut la culture du viol? Oui. Ça, je trouve ça hyper dérangeant, par exemple. Sur le côté...
objectifié complètement. En fait, il y a des trucs que je trouve vraiment dérangeants et hyper, hyper violents, et ça en fait partie, par exemple. Mais globalement, les photos qui coupent le corps des femmes tout en l'objectifiant et les sexualisant, c'est brr. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Je sais pas. Oui, toutes les femmes dedans sont très très sexualisées. Alors ça, je trouve que c'est particulièrement violent comme photo. Ah, ah ça me déplaît, mais genre vraiment. Mais genre vraiment, vraiment, mais fort, quoi. Je comprends pas du tout ce qui se passe en plus. Biou. Il y a un découpage des corps féminins qui s'adapte beaucoup sur ce qui évoque le fameux érotisme féminin et clairement mélanger le corps féminin avec des objets, bon, subtilité sur 20. Après, il faut voir que c'était des trucs des années 70-80, visiblement. Ça, enfin... Bah là, il y a pas à dire, c'est clairement objectifié, poupée... Ça, c'est un peu drôle. Alors, ah oui, alors là, vous devez pas comprendre ce que vous regardez. Parce que là, dans ce coin-là, il y a juste des jambes. Ça, là, comme ça. Exactement pareil. Ça fait cercueil un peu aussi, oui. Mais déranger tout en sexualisant, je sais pas si ça dénonce, mais oui, je sais pas quel était son but à ce monsieur. Hmm. Écoutez, je suis perplexe. Vraiment, je peux pas vous dire mieux. Je suis très perplexe sur ces petites jambes qui se baladent toutes seules, sur le fait qu'on mette que des bouts de corps de femmes. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire là-dessus. Est-ce qu'il avait vraiment un but en même temps? Mais je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Je pense que oui, le fait de considérer le corps de la femme et notamment certaines parties comme quelque chose de sexuel ou tout au moins érotique, je pense que ça encourage une image de la culture du viol, dans le sens le corps de la femme est sexuel, donc on peut en disposer, mais c'est ultra dérangeant et violent. Bon bah ça par exemple, ça là c'est tellement sexuel de partout, ça aussi. Enfin, ce genre de truc là, moi je comprends que, surtout qu'à mon avis c'est un truc pour vendre des sacs ou des chaussures, hein, tous ces machins là. Parce qu'il était quand même photographe de mode et de publicité à la base. Donc, dans un sens, ces machins-là pour vendre des sacs et des trucs, oui, moi, pour moi, ça objectifie à fond la femme et c'est à donf la culture du viol. Genre, à donf. Parce que c'est vraiment le principe de la femme qu'on peut objectifier à donf, qui est un objet sexuel, dont toutes les parties du corps peuvent être prises de façon indépendante à, à son intégralité, on va dire, à son être. C'est voilà, c'est là pour moi, il y a aucun but artistique là-dedans. Il y a rien d'artistique là-dedans. C'est vraiment ce principe du déshumaniser une femme, alors que là, il y a plus un but artistique à la limite, je trouve. Mais le but artistique est purement esthétique là pour le coup. Mais bon, ça, qu'est-ce que ça raconte? Je ne sais pas. Enfin, c'est des trucs où... Oh là, il y a des seins. Vous n'avez pas vu? Ah, il y a des seins aussi. Tac. L'appareil, le fait qu'on voit comme ça partout. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, bah là, c'est clairement un cul. Mais là, c'est dégueu, par exemple. Excusez-moi, on va revenir un tout petit peu sur le cul. Je crois que ça va, le cul. Mais là, entre le petit éléphant, la peluche, le cul à moitié sous une couverture, etc., c'est quand même hyper dégueulasse. Mais il y a des choses où visiblement ça l'est moins. Honnêtement, je ne sais que dire. Je ne sais que dire là-dessus. Et là, c'est qu'une petite partie de son œuvre, hein, bien évidemment. Après, est-ce qu'il s'est pas juste conformé au goût de l'époque? Est-ce qu'il a vraiment été précurseur? Euh,
Ah oui, oui, le coup de l'éléphant, oui, il y a un côté viol d'enfant. Enfin, il y a un côté, il y a une sensualité, une sexualité, un érotisme qui est mal placé là. Honnêtement, moi je trouve que les femmes endormies ont l'air mortes, c'est hyper dérangeant. Oui. C'est quoi sa démarche? Alors attendez, peut-être qu'ils vont nous en dire plus ici. Born in France, non, s'il vous plaît, m'obligez pas à tout traduire. Non, écoutez, on va faire autrement, hein. Je vais chercher autrement Guy Bourdin. Guy Bourdin, voilà. Hop. On va chercher Guy Bourdin et on va voir ce qu'il a fait dans sa vie et quelle était sa démarche artistique. Wikipédia, ça vous semble bien? Allez, on va voir ce que Wikipédia en dit. Voilà. Euh... Son œuvre se caractérise par des images troublantes, souvent provocatrices. Alors voilà. Là, avant, il y a ses expositions, etc. Il a fait énormément de collaborations avec des magazines de mode. La mère de Guy Bourdin quitte son père alors qu'il est jeune enfant. Celui-ci se remarie quelques années plus tard et le garçon est placé dans un internat où il reste 5 ans avant d'être pris en charge par sa grand-mère paternelle. Voilà, donc pas une enfance fastoche, visiblement. Nan et son demi-frère Michel avec qui il entretient des relations cordiales jusqu'aux années où, accablé par une suite de drames personnels, il tend à rompre des relations anciennes qu'il attache aux périodes de sa vie devenues des souvenirs lourds à porter mais qu'il met en scène dans son travail. Son œuvre se caractérise par des images troublantes, souvent provocatrices et pourtant mystérieuses, qui ont instauré un changement radical dans la manière d'aborder les séries de mode et les campagnes publicitaires. Donc oui, il a été quand même un peu précurseur, visiblement. Nicole Meyer, mannequin et muse du photographe de 77 à 80, qualifie l'univers du photographe de surréaliste, théâtral et désinhibé. Les modèles sont souvent malmenés, posant dans des positions provocantes et inconfortables, dans des décors claustrophobiques. Le sexe et la violence sont au cœur de son œuvre. D'après Francine Crescent, ancienne rédactrice en chef de Vogue, le travail de Guy Bourdin traite de la vie. Il savait avant tout le monde que le sexe... Ah non, pardon. Il savait avant tout le monde que le sexe et la violence allaient devenir les facteurs les plus importants de notre société, mais je ne pense pas que ce qu'il intéressait, ce qu'il voulait décrire, c'était la vie. Mais je ne pense pas que ce qui l'intéressait, ce qu'il voulait décrire, c'était la vie. La force des photographies de Guy Bourdin ne repose pas uniquement sur l'univers qu'elle met en scène, mais aussi sur la maîtrise des outils techniques dont il disposait, et qu'il poussait au-delà de leurs limites par son obstination à parvenir aux résultats souhaités. Désolée pour les cris d'enfants, hein. Je pense que c'est l'heure d'aller au lit et que cet enfant ne souhaite pas aller au lit. Ces images très léchées sont éclairées crûment et les couleurs sont très saturées. Ces photographies racontent une histoire et troublent le spectateur. Le goût du cadrage, la saturation des couleurs avec un rouge omniprésent et l'utilisation des mannequins renvoient au 7e art. Le mystère qui en découle rappelle les films de David Lynch, esthétiquement proches de la perfection, jamais limpides sur le fond. 3 ans après la disparition du photographe, le journaliste de The New Yorker faisait un constat suivant sur la notoriété du photographe au début des années 90. Il était le plus innovant des voyeurs, puis son style s'est démodé et il est tombé dans l'oubli. À présent, un retour en grâce parfaitement bourdinesque est en route. Forcé de constater que cette route fut longue et semée d'embûches pour les héritiers du photographe, ce n'est que 10 ans plus tard que les rétrospectives des œuvres du photographe ont fait le tour du monde. Le documentaire consacré au photographe réalisé par l'assistant de Guy Bourdin, Sean Brandt, retrace aussi ce parcours de combattant du fils de l'artiste. Ok. Et oui, dès son vivant, l'œuvre de Guy Bourdin a exercé une influence notable sur de nombreux photographes et artistes. Oui. D'accord. Ok. Et du coup, en héritage, en héritier, on va dire, il y a notamment le clip vidéo de la chanson Hollywood de Madonna, réalisé par Jean-Baptiste Mondino, par exemple, est directement inspiré du travail de Bourdin, voire copié, au point que le fils de celui-ci, Samuel Bourdin, a porté l'affaire en justice. Mais effectivement, ça me dit quelque chose parce que cette photo-là, là, elle est quasiment à l'identique dans le clip Hollywood de Madonna, maintenant qu'ils me le disent, effectivement. Voyeur, il trouvait que la violence et le sexe c'était la vie. Franchement, la description n'aide pas à ne pas le trouver pas ouf, ce monsieur. Mais oui, c'est-à-dire que y a un côté... Ouais, le côté violence, sexe, voyeurisme, etc., ça n'aide pas à se... On va dire à se distancier de ce qu'on a qualifié aujourd'hui de culture du viol, qui à l'époque n'était pas... euh, je dirais, n'était pas énoncé, quoi. Il n'y avait pas de nom encore dessus, ça n'avait pas été nommé.
Pour autant, je trouve que certaines photos peuvent être prises comme quelque chose de joli et d'esthétique, notamment sur un musée de l'affiche, mais énormément sont extrêmement problématiques dans ce qu'elles racontent. Mais notamment, genre celle-là, voilà, celle-là, là, jaune et rouge, celle-là. Bon, moi, celle-là, je la trouve juste violente, mais à la limite, on peut pas tellement l'accuser de culture du viol. Mais celle-là, par exemple, avec l'enfant qui a l'air de zoner dans un coin, et voilà. Euh, et puis celle-là, avec ses fesses qui dépassent de sous un lit. Enfin, je peux comprendre le principe de vouloir choquer, etc. Mais est-ce que réellement on a besoin de ce regard-là? Tu vois, je comprends ton principe d'avocat du diable. Est-ce qu'on verrait pas son œuvre en mode reflet de la société de l'époque? Je comprends ce principe-là d'avocat du diable. Euh, mais est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de ce reflet de la société de l'époque? C'était pas il y a si longtemps que ça. Dans les années 70-80, euh, on est tous au courant qu'il y avait une chosification de la femme notamment, et notamment dans les publicités, dans la mode, etc. pour vendre. C'est un... Je dirais que c'est un secret pour personne. Et est-ce qu'on a vraiment besoin, du coup, d'avoir des rétrospectives entières consacrées à un artiste comme ça, quoi? Je pose la question. Après, il a inspiré Hollywood de Madonna. Est-ce qu'on peut pas rester juste sur le clip de Madonna? Parce qu'effectivement, moi, ces photos-là... Bon, ces photos-là, pourquoi pas? Pourquoi pas et encore? Je suis pas sûre de ce que ça me raconte, en fait. Je suis pas sûre que je peux encore m'identifier à ce que ça raconte ou à quoi que ce soit. Et à la limite, si on reprend cette espèce d'héritage, voilà. Euh, si on reprend cette espèce d'héritage-là et qu'on se dit, ok, on les réutilise, mais à la limite, on les remet en scène dans une scénographie qui va faire comprendre que que c'est pas normal, par exemple, ce genre d'image-là. Et que ce genre d'image-là ait peut-être été prise à la base. Ça se trouve, ça fait partie des images qui ont été utilisées pour vendre des trucs. Voilà, par exemple, qu'on prenne ce genre d'image-là, là, et qu'on explique d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Euh, Pourquoi pas qu'on prenne ces images-là et qu'on explique le contexte aussi et le contexte artistique, historique, sociétal, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, vraiment. Mais qu'on fasse toute une rétrospective autour de ça, s'il n'y a pas plus de regard critique que ça. Encore une fois, peut-être que dans l'exposition, il y a des vrais regards critiques, il y a un vrai retour critique, mais moi, je vois pas trop ce que ça apporte dans l'absolu. Genre des photos comme ça, euh, alors peut-être qu'il a été le premier à les faire, mais il y en a 1000 maintenant qui existent. Et à quel point est-ce qu'elles ont de l'importance dans notre paysage actuel, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, ça me pose vraiment question. Mais heureusement, nous avons Causeur qui va nous dire comment penser. Et comment bien penser. Pardon, j'ai un peu laissé le chat de côté. Hop, ça donne vraiment l'impression qu'il a mis en scène des cadavres ou des bouts de cadavres de femmes pour vendre des choses. Je suis assez d'accord. Ce qui me choque personnellement, c'est que ça a été utilisé dans des pubs ou comme la nouvelle norme dans les magazines de mode. Celle écrasée par le tableau, je l'ai trouvée vraiment violente aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Disons que j'aime beaucoup l'érotisme et l'étrange, mais j'ai du mal à voir la portée artistique dans ces photos. Mais ça, à la limite, que la portée artistique nous échappe un peu parce que je ne sais pas, on n'est pas sensible, etc. Ça peut arriver, mais ouais, là j'ai un doute. Vraiment, je vous assure que je suis en pleine réflexion. Oui, totalement d'accord. Des regards comme ça, érotisation, esthétisation de la violence, on en a ad nauseum. On pourrait mettre autre chose en avant. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez, ça fait partie des artistes, après avoir vu son œuvre, où je me demande à quel point on a encore besoin d'artistes qui font ça. Je me demande à quel point on a besoin de rétrospectives sur des artistes qui font ça, quoi. Je suis pas sûre qu'on en ait tant besoin que ça. Je sais pas. Je l'aime bien la femme de dos avec ses cheveux rouges. Celle-là. Mais oui, mais parce que d'ailleurs c'est la photo qui est utilisée pour l'affiche. Moi je la trouve assez belle, celle-là aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y en a d'autres, non, vraiment pas.
Donc du coup, à quel point est-ce qu'on peut faire une exposition tout entière sur lui, à quel point c'est nécessaire, et à quel point est-ce qu'on peut faire une exposition tout entière sur lui sans la contraster avec des regards contraires, je ne sais pas. Ça fait vraiment nostalgie de l'époque où on pouvait objectifier les femmes tranquillement, c'est ça un peu, c'est-à-dire qu'il y a une... encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce regard-là, quoi? C'est tout ce contre quoi on se bat et c'est représenté comme un genre d'âge d'or dans le texte de présentation en tout cas. Oui, là, ça fait un peu Jessica Rabbit, je suis d'accord. Mais oui, il y a le risque d'avoir un espèce de retour en arrière du ah, les gonzesses, c'était mieux quand on pouvait un petit peu les maltraiter dans les photos. Je suis pas sûre de. En tout cas, je suis pas sûre de ce que ça renvoie comme message. Mais là, par exemple, cette photo m'intrigue pas mal. Je me demande, je me demande ce que ça veut dire exactement. Est-ce que c'est la vision d'un mec cis hétéro de la façon dont les femmes se masturbent sur des stars de cinéma? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que ça signifie? Mais en gros, je trouve que... Enfin, en fait, je me demande à quel point... Je vais vous dire, maintenant que la pensée s'est un petit peu plus clarifiée, je me demande encore à quel point c'était... C'est réellement utile, à quel point ça fait sens, ce qu'il voulait dire lui fait sens dans notre monde actuel, et à quel point il fait sens dans nos combats actuels. Et ça peut être intéressant, justement, de proposer des vraies expositions argumentées et construites dans le but aussi d'opposer une certaine époque à la nôtre, ou en tout cas de montrer les points de friction qu'il y a entre ces deux époques. Parce que même en étant féministe et en étant extrêmement dérangée par énormément de ces clichés, bah oui, par exemple, ce cliché-là, je le trouve relativement bien. Ce genre de cliché-là, je sais pas trop ce que ça me raconte, celui-là notamment. Je sais pas du tout ce que ça me raconte, mais bon, on dirait que c'est un peu issu d'un film érotique des années Yop, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des choses où je suis pas contre les voir, je suis pas contre voir ces images-là. Pourquoi pas? Mais faire toute une rétrospective autour de ces images-là, je suis pas sûre de ce que ça renvoie comme message. C'est du porno chic, quoi. Globalement, on dit le sexe. Ça dit le sexe. Mais oui, c'est ça. Et puis, c'est du porno chic, mais vu quand même sous un angle très hétérocentré, phallocentré. Enfin, voilà, je sais pas, je suis très dubitative. Après, il y a un tout petit échantillon de toute son œuvre, hein, je suppose, là-dedans. Mais rien qu'avec cet échantillon-là, je suis très partagée et très dubitative. Et justement, il faudrait peut-être se servir de cet état de fait-là, le fait d'être partagé et dubitatif, pour, eh bien, dire quelque chose et porter un message. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est du sexe lesbien vu par un homme, ça veut dire beaucoup. Mais je suis même pas sûre que je vois du sexe lesbien, là. Hein. Moi, là, pour moi, il y a rien de... Il y a rien qui me hurle le sexe lesbien, là. Hein. J'y vois plutôt un fantasme masculin que du sexe lesbien, quoi. Bon, écoutons causeur. Ils vont peut-être nous mettre, nous mettre tous et toutes d'accord. Bonsoir Idjil. J'avais toujours bien aimé ces photos de parties de corps, sans m'intéresser à ce que le gars voulait dire. J'avais pris ça pour une critique de la femme objet, tellement c'est absurde et chelou. Je me plantais peut-être sur toute la ligne. Mais c'est ça en fait, c'est que il y a un côté, je sais pas si vous avez vu ce sketch des Robins des Bois du théâtre contemporain où il y a un des mecs qui se vautre à l'entrée. Il y a Pef qui se vautre en rentrant, il me semble, et sur scène. Et Marina Foïs qui joue la metteur en scène dit attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Et il y a un peu ce même principe-là. Il y a un peu ce même principe de si c'est juste accidentel et le reflet de ton époque et de tes fantasmes chelous, c'est minable. Si c'est si c'est une proposition avec une espèce de pensée derrière de critique, bah là déjà c'est beaucoup plus acceptable et c'est beaucoup plus compréhensible. Donc, vu tout ce qui a été dit, je doute un peu que ce soit un truc très militant pour les droits des femmes. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais c'est peut-être ce que va nous dire Causeur, justement.
Oui, mais les femmes, quand elles font du sexe entre elles, elles ont juste à se caresser les chevilles et ça fait du bien. Dixit, tous les trucs qui mettent en scène deux femmes qui ont potentiellement des relations sexuelles mises en scène par un homme cis hétéro. Mhm. Je me rappelle de cette réplique, mais je me rappelle pas du sketch. Bah voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ce principe-là. On disait de lui qu'il avait l'œil absolu. Les féministes en font le promoteur de la culture du viol. Réputé pour ses photos décalées et très narratives, le photographe de mode Guy Bourdin, mort en 91, est le nouvel artiste à censurer. Pourtant, son féminisme était plus que visible dans ses photos. Ah, voilà, donc on va nous expliquer le féminisme, ça fait plaisir. Ah si, je me rappelle, ça y est, c'est celui avec j'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 2 ans, oui, c'est ça. J'ai 30 ans depuis 2 ans. Et ma mère qui meurt dans mes bras. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, effectivement. Oui, sur le théâtre contemporain, quoi. Mercredi dernier, des militantes féministes se sont rassemblées devant le Matou, le musée de l'affiche de Toulouse. Comme toujours, ces dames étaient indignées. Ces dames étaient indignées. J'aime bien la formulation de causeur, pardon. Le motif de leur courroux, l'exposition consacrée au photographe de mode Guy Bourdin, qui n'a pas été annulée comme certains l'avaient réclamé. Privilège des vrais artistes, les œuvres de... Parce que c'est un vrai artiste, vu qu'il est critiqué par les féministes, ça lui fait gagner du galon. Les œuvres de Guy Bourdin ont survécu à la mort de leur auteur, mais notre époque, phagocytée par le révisionnisme progressiste, le tire de sa tombe pour le juger en s'attaquant à ce qui reste de lui. Je sais pas si c'est le privilège des vrais artistes, hein. Pas sûr. De quoi Bourdin est-il accusé ? Pour les féministes ayant battu le pavé toulousain, le photographe de mode véhiculerait à travers ses clichés pour Vogue ou pour le chausseur Charles Jourdan une image stéréotypée du corps de la femme. On ne lui reproche même pas des clichés sexistes, il serait pire que ça selon elle, c'est carrément un promoteur de la culture du viol. Bon après je pense que causeurs ils sont pas très au point sur la culture du viol, donc bon voilà. Les privilèges des connards. Ah, on n'a plus le droit de juger un artiste après sa mort, je note. Bah, je sais pas. Je sais pas s'ils disent ça. Je pense que c'est plus un côté. À partir du moment où tes œuvres survivent, c'est que t'es un vrai artiste. Voilà. Ça se discute. Ah, ça fait toujours du bien de rire un peu. Merci pour cette sélection. C'est d'ailleurs cette accusation qui a été taguée sur l'affiche de l'exposition. La photo qui l'illustre est pourtant loin d'être salace. Oui, mais il y a 2 affiches qui ont été refusées avant quand même, mec. On y voit une femme rousse en maillot rouge, assise de dos bien sagement. Mais pas besoin de dévoiler l'origine du monde pour indigner ces néo-féministes à la pudeur de gazelle. Pudeur de gazelle. Je connaissais pas cette expression. C'est quoi la pudeur de gazelle ? Vous connaissiez l'expression la pudeur de gazelle ? Je savais pas que les gazelles étaient pudiques. Mais c'est vrai qu'on les voit souvent en train de faire ça, les gazelles. À la limite de biche. Pourquoi pas ? Parce qu'on a l'expression biche effarouchée. Mais j'ai jamais écouté gazelle effarouchée. La pudeur de gazelle. Lorsqu'il s'agit d'œuvres dont l'auteur est un homme blanc hétéro. Nous sommes en colère car les photos de cet homme représentent des corps ou des morceaux de corps de femmes dans des positions lascives et explicites. Elles produisent et diffusent la culture du viol, expliquait non sans hargne une porte-parole du mouvement HF Occitanie Alliée. Celle-ci était entourée d'autres militantes brandissant des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans qui versaient soit dans le staccato infantile « Hey, Kildar !» Kildar Buenos. Merci pour ton raid. Bonjour le raid. Qui versait soit dans le scato infantile comme Bourdin caca. Oh non, ils ont pas compris. Non, trop mignon, ils ont pas compris la blague. Mais non, elles ont dit caca Bourdin pour caca boudin, pas Bourdin caca. Ils ont pas compris. Oh non. Ça fait un peu de peine. Super, merci Kildar pour le rohan, toujours. Mordoré, j'adore quand les gens pédants ratent l'évidente blague, mais je sais pas s'ils ont fait semblant de la... Mais là, on dirait vraiment qu'ils l'ont loupé sans faire exprès, c'est trop mignon. Ou dans un registre militant plus identitaire, je suis plus qu'une jambe. Si l'on suit leur argumentation, la Vénus de Milo et bon nombre de statues gréco-romaines démembrées seraient donc à censurer. Alors ça y est, ça mélange n'importe quoi. Parce que genre, le mec, parce qu'on est sûr que ce soit un homme, qui a fait la Vénus de Milo, il lui a volontairement coupé les bras. Il s'est dit, ce serait chouette, une Vénus sans bras. Je pense. Je pense, hein. Je pense que c'est comme ça. Ouais, à mon avis. Pourtant, si Guy Bourdin... Et puis, comparer les œuvres de Guy Bourdin à la Vénus de Milo, ça fait toujours plaisir.
On peut avoir plus de raids, j'adore l'alerte. Va falloir motiver les raids. Oui, maintenant le bot est un peu énervé, donc il vous donne des trucs à regarder et tout. Donc la Vénus de Milo. Pourtant, si Guy Bourdin a choisi de couper dans ses œuvres le corps des femmes, ce n'était pas pour assouvir une pulsion de violeur, mais parce que cela correspondait à sa vision artistique. Rien à voir, causeur IC. En vrai, causeur, j'ose espérer que c'était pas pour assouvir une pulsion de violeur. J'espère que ça correspondait plus à sa vision artistique. Mais même si ça correspond à sa vision artistique, c'est là où justement il peut y avoir un tac-tac, un endroit de friction à nouveau. J'utilise beaucoup ce mot, mais vraiment, je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on comprend bien que c'est sa vision artistique, mais c'est justement celle-ci qui peut promouvoir la culture du viol. Encore une fois, on peut promouvoir la culture du viol et ne pas être un violeur, c'est le principe. Voilà, c'est pour ça que je dis que je pense que Causeur n'est pas très au point sur la culture du viol, sur le principe de la culture du viol. Voilà, on va dire, un promoteur ou une promotrice de la culture du viol, sans pour autant être un violeur ou une violeuse. Mais c'est juste des choses qu'on a intégrées d'ailleurs, et que énormément de personnes ont intégré. Et les féministes aussi, des fois, ont intégré leur propre culture du viol. C'est ça, voilà. Et le plafond de la Chapelle Sixtine aussi, on voit des zizi, on vous entend pas les féministes. Je pense que c'est le prochain article. Et ben j'étais AFK, je reviens sur Causeur, franchement ils envoient du pâté leur article. Ah bah oui, à chaque fois j'entends Closer et pas Causeur. Non, c'est Causeur. Il faut séparer le violeur de sa vision artistique. Oui, s'il vous plaît. La citation Les jambes des femmes, je la lis avec un air de dégoût et ça lui donne de la force. Mon Dieu, j'ai lu en avance la suite. Il y a des gens, ils se croient en dissertation de troisième, c'est merveilleux. Non, nous spoile pas, les Elisa. Nous spoile pas. Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le monde en tous sens, lui donnant son équilibre, son harmonie. Trop mimes. Les jambes des femmes sont des compas. Trop mignon. Comme Truffaut, Bourdin a été un homme qui a aimé les femmes et leurs jambes et les a célébrées à sa manière. Il a photographié des jambes sans corps, des jambes sans buste, des jambes sans tête et des jambes perchées sur des talons aiguilles signés Charles Jourdan. Il a su imposer son style artistique à la publicité, mettant les femmes en scène d'une manière particulière. En vrai, même eux, ils osent pas trop. C'était particulier, mais ça va. Ouh. En fait, c'est fou que là, c'est la description de ce qui peut rentrer dans un principe de culture du viol. C'est là où ils n'aident pas tout à fait l'article, parce qu'en vrai, on a été plus modérés quand on a commencé à on va dire décortiquer un peu l'art de Guy Bourdin que eux quand ils en parlent là. C'est-à-dire que photographier des jambes sans corps, des jambes sans buste, des jambes sans tête et des jambes perchées sur des talons aiguilles signés Charles Jourdan, pour de la publicité notamment, eh bien, ça peut rentrer dans un principe de culture du viol parce que, mine de rien, décider que, d'un point de vue purement artistique, on va faire une sélection, vraiment une collection même de jambes de femmes stéréotypées sans leur tête, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose au niveau de l'idéal qu'on a de la femme, ça raconte quelque chose au niveau de ce qu'on perçoit aussi des femmes. Et si ça ne dénonce pas, eh bien on peut légitimement se poser la question de à quel point est-ce que découper comme ça des corps pour n'en montrer qu'un bout hyper sexualisé ne contribue pas quelque part à ce que d'autres personnes se sentent légitimes à se dire que on peut violer un bout d'un corps d'une femme parce que ça semble assez normal, assez logique que on puisse distinguer l'humain, l'être humain de la femme sexualisée. Et il y a de ça. Dans le fait de photographier, comme ils le disent si bien, des jambes sans corps, des jambes sans buste, des jambes sans tête, des jambes perchées sur des talons aiguilles signés Charles Jourdan. Il y a cette réminiscence-là. Bien évidemment, ne photographier que ses pieds, même s'ils sont ultra sexualisés, ne photographier qu'une poitrine, ça peut ne pas être avec une démarche qui promeut la culture du viol, forcément. Mais là, dans la façon dont ils font ce catalogue-là et cette espèce d'énumération, eh ben, ça n'aide pas tellement. Non, mais si on montrait des hommes découpés en morceaux, ce serait une preuve d'amour des hommes, ils ne créeraient pas la misandrie, je sais pas.
C'est quand même dommage qu'il a pris comme morceau de femme uniquement les jambes grand écartées et pas, je sais pas, une main qui tient un truc ou deux bras croisés. Mais bon, les féministes, ils verront un complot. Sûrement le Goat Gang. En fait, c'est notre Tarantino français, sauf qu'il fait de la photo et pas des films. Du coup, on profite même pas des dialogues. Bah, c'est ça, je sais pas. Bon, continue. Il a su imposer son style artistique à la publicité, mettant les femmes en scène d'une manière particulière. La fameuse manière particulière. Au moment de sa disparition en 91, Francine Crescent, rédactrice en chef du Vogue Paris, le mec qui a écrit ça ou la nana qui a écrit ça, il ou elle est allé se fournir au même endroit que nous, hein, c'est Wikipédia. Expliquait que son originalité résidait certes dans le glamour de ses photos de mode, mais aussi dans la dimension narrative et les intrigues des clichés. En bon libertaire des 70s qui se respectent, on en a peur un peu des libertaires des 70s qui se respectent. Hein, ils ne convoient pas avec eux une très bonne réputation, je vous avoue. Guy Bourdin a en réalité libéré ses mannequins des postures subies et offertes à l'œil voyeur du spectateur, en les faisant évoluer dans une véritable mise en scène narrative. Ah, on n'a pas vu les mêmes photos peut-être. Et visiblement, les personnes qui ont écrit des trucs sur Guy Bourdin non plus, puisqu'ils ont dit qu'au contraire, le principe, c'était d'avoir ce côté voyeur. Ou alors, on n'a pas lu le même article Wikipédia, mais j'ai l'impression qu'il reprend exactement les phrases, sauf celle-là où il l'a mise à l'envers. À moins qu'on ait mal lu. Peut-être qu'on a mal lu. Est-ce qu'on a mal lu? Est-ce qu'on a mal lu? Hein? Attendez, on va voir si on a mal lu. Peut-être qu'on a mal lu, parce qu'ils ont lu le même truc que nous. On ne fera pas croire qu'ils n'ont pas lu le même truc que nous. Attendez, on va revenir sur Guy Bourdin. Guy Bu. Non, Guy Bourdin, s'il vous plaît, voilà. On va revenir sur le Wikipédia de Guy Bourdin. Gna 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 gna. Les modèles sont souvent malmenés, posant dans des positions provocantes et inconfortables, dans des décors claustrophobiques. C'est pas... Il était le plus innovant des voyeurs. Vous avez pas bien lu l'article Wikipédia. Parce que moi, la mise en scène narrative, certes, hein, mais à quel moment il a en réalité libéré ses mannequins des postures subies et offertes à l'œil voyeur du spectateur, je suis pas sûre. Il a transgressé les codes de la photo pour jouer avec un esthétisme troublant qui explore l'inconscient, puise dans le surréalisme à la Man Ray avec des poses absurdes, s'inspire de l'univers des thrillers psychologiques hitchcockiens ou de l'inquiétante étrangeté d'un cinéma de David Lynch. Oui, non mais d'accord, pourquoi pas, il a transgressé les codes de la photo, sûrement, mais là quand même, vous avez tordu le truc exprès pour que ça rentre dans dans ce que vous vouliez dire, mais c'est faux, du coup. C'est pas offert à l'œil voyeur du... Enfin, je veux dire, il n'a pas libéré ses mannequins des postures subies et offertes à l'œil voyeur du spectateur. Au contraire, il les met dans des positions inconfortables. Enfin... S'il vous plaît, plus d'imagination pour nos rêves érotiques, lisait-on sur une des pancartes de la manif anti-Bourdin. On attaque là le point ultime de la cécité idéologique. Ces militantes ne comprennent-elles pas qu'elles exigent finalement ce que leur mouvement souhaite précisément effacer, interdire, censurer? Obsédées par la guerre des sexes, ces dames, j'aime bien qu'ils nous appellent ces dames, sont totalement hermétiques à la création artistique et à son interprétation. Ah, les féministes hermétiques à la création artistique et à son interprétation. C'est comme les féministes qui n'ont pas d'humour, ça, finalement. Elles sont chiantes. Vraiment, on peut plus rien dire, c'est chiant. Elles ont pas d'humour, elles aiment pas l'art. Nul, chiant. Chiant. Pourquoi elles seraient totalement hermétiques à la création artistique et à son interprétation dans leur totalité juste parce qu'elles aiment pas ce mec? C'est encore autre chose. Enfin, Spielberg lui-même aurait dit « Guy tient un appareil mieux que je ne saurais jamais guider une caméra. » George Lucas a pleuré en approuvant pendant que Peter Jackson s'est muré dans un silence qui en disait long. J'imagine l'auteur en train de lire l'article Wikipédia et se demandant comment il va tourner ça, disons complètement l'inverse. Bref, ces néo-féministes qui ne jurent que par oser le clito, oh oui, elles ne jurent que par cela, passent leur temps à revendiquer une sexualité libérée de l'emprise masculine. Mais si elles étaient moins obtuses, elles devraient en réalité se réjouir de trouver en Guy Bourdin un photographe qui a mis en scène un monde de femmes sans hommes. C'est tellement de mauvaise foi. Moi, ça, je trouve que c'est drôle. Moi, à partir de là, je trouve que c'est drôle. Le fait qu'ils se réjouissent de trouver en Guy Bourdin un photographe qui a mis en scène un monde de femmes sans hommes, je trouve que c'est une magnifique façon de détourner le fait que c'était un mec qui ne photographiait que des femmes et que des femmes seules et hyper hétéronormées. Voilà.
Excusez-moi, il y a plusieurs femmes dans ces clichés. Excusez-moi, hein. Je trouve que quand même, c'est un petit peu féministe. Ils sont où les hommes là, hein, dans les clichés? J'aime bien, j'adore ces arguments-là. En vrai, j'aime beaucoup ces arguments-là. L'argument de oh bah arrêtez, il y a que des nanas là, c'est féministe quand même. Même si ces nanas disent les pires des trucs ou sont utilisées pour faire dire les pires des trucs, vu qu'il y a que des nanas, qu'il n'y a pas un seul homme, c'est féministe, tu sais. Non, mais je pense que Causer a peut-être pas très bien compris le principe de féminisme et le principe de culture du viol, qui en même temps est pas évident, hein, vraiment. C'est quelque chose qui est très tortueux, qui est pas hyper simple. Voilà. Donc on devrait se réjouir quand on voit des femmes hyper sexualisées, mais qui sont seules sur les clichés. Les femmes de Bourdin ressemblent à celles d'Helmut Newton. Ce sont des Amazones conquérantes, fières de leur pouvoir érotique, puissantes et indépendantes. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Regardez-moi, encore une fois, ces Amazones conquérantes, fières de leur pouvoir érotique. Regardez-moi, ça comme elles sont conquérantes et fières de leur pouvoir érotique. Regardez-moi, ça comme elles sont conquérantes. Regardez-moi ces Amazones sur leur orque. Ouh, regardez-moi cette Amazone fière de son pouvoir érotique. Regardez comme elle est conquérante. Enfin, monsieur. Là, tu trouves qu'il y a de l'Amazone conquérante? Ou là? Ou là? Bon, à la limite, pourquoi pas là? Parce qu'elle a du vent dans les cheveux. je saurais pas. Je sais pas. Comme quoi, l'art, hein, c'est différent pour chacun. Hein. Parce que là, je vous avoue que l'Amazone conquérante, fière de son pouvoir érotique, je l'aperçois mal. Regardez-moi cette Amazone conquérante au bout d'un moment. Ça, c'est de la conquérance. La conquête. Pardon, oh, ça va. Voilà. Hein? La puissance d'Amazon avec un petit éléphant en peluche cul nu sous un lit. Mais oui. Écoutez, vraiment, c'est nous qui comprenons rien. Après, il a un peu raison. C'est un peu nous qui comprenons rien aussi. Franchement. C'est vrai qu'elle est puissante et indépendante. Elle est toute seule morte sous son tableau. Hein. C'est vrai. En vrai, il a raison. Elles étaient sur le point de conquérir, mais pas de bol, paf le tableau. Bah ouais. C'est conquérant, ça, tout ça. Regarde. Ça, c'est conquérant. Je suis désolée. Alors oui, on voit leur cul, mais c'est pas ça qu'il faut voir. Déjà, il faut voir les chaussures. Déjà. Et franchement, elle se relève. Regardez-moi cette Amazone forte et conquérante. Écoutez, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Où est-ce qu'on en était? Pardon, fiers de leur pouvoir érotique, puissante et indépendante. J'en veux pour preuve les unes de Vogue France de décembre 76 et de janvier 77, qui en est une puissante illustration avec des corps de femmes nues, où l'on voit à la place du sexe le pistil majestueux d'une fleur en érection. Alors je crois que c'est celle que j'ai pas pu vous faire voir. Celle avec le pistil majestueux d'une fleur en érection. Ouais, alors attendez. Ah là là, ouais, non, je peux pas. Je peux pas vous la faire voir, je suis désolée. Parce qu'il y a des tétons de partout. Mais ouais. C'est vrai que c'est quand même pas mal féministe de voir tous ces corps de femmes coupés au niveau de la tête, entièrement nus, avec les seins bien visibles, et une fleur avec un pistil. Moi, je trouve que c'est quand même une belle vision de la chose. Mais en vrai, c'est pas trop laid, hein. Y a pas de souci particulier avec ça. C'est juste que de là à trouver ça féministe, faut quand même pas mal tordre le truc, quoi. Hein, voilà. Mais surveiller et salir, tel est le nouveau mantra de ces néo-féministes inquisitrices qui trahissent les idéaux libertaires de leurs aînés. Aînés qui adoraient Guy Bourdin, paraît-il. Hein. Il paraît qu'elle les adorait, quoi. Vraiment. Hein. Vraiment. Il paraît même que Simone Veil a dit franchement Guy Bourdin, je l'adore. Je l'adore. Vraiment. Attendez, je veux voir quand même cette photo-là. Mais regardez, c'est une femme,
Elle est un peu... Elle est maladroite, elle a fait tomber une boîte de chaussures, peut-être. Et sa jupe, elle est presque pas transparente et tout. Non, mais franchement... Écoutez, je ne sais trop que dire. C'est tellement de la mauvaise foi que là, c'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si je comprends le fait de complètement interdire, enfin vouloir faire interdire une exposition sur un artiste. D'un autre côté, je vois quand même bien que je ne suis pas certaine que cette parole-là soit nécessaire dans le monde dans lequel on est, en tout cas cette parole-là telle qu'elle, peut-être mise en relation avec une autre plus contemporaine, pourquoi pas, mais là, comme ça, telle qu'elle, je vois pas bien. Mais alors vraiment, cette mauvaise foi qui dit mais non, vous avez rien compris, en vrai c'est féministe, c'est quand même très drôle. Écoutez, en tout cas, on connaît Guy Bourdin maintenant, et ça nous rend plus fortes, je suppose, et plus forts en tant que féministes. En plus des poses, tout ça, c'est des mannequins donc ultra jeunes, ultra minces, ultra blanches. Oui, non mais ça, on n'en parle même pas. Ça, on n'en parle même pas. Parfait, on va avoir une magnifique liste de t-shirts à texte, ça va être épique. Louise Michel également, Guy Bourdin est arrivé trop tard pour sauver la commune, les femmes et le monde. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. Attends, elle est courageuse, elle a réussi à monter l'échelle, mais c'est vrai, à la conquête d'une échelle, tout à fait. Elle est, oui, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Puis elle est pas cambrée totalement nature, quoi. Non, 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 non. Elle est conquérante, elle gravit l'échelle sociale. Ah hmm. Ben en vrai, le fait qu'il y ait des choses pour le faire interdire, ça en fait aussi parler, donc ça amène un regard critique. Oui, peut-être. Mais du coup, heureusement que ces féministes sont là. Ça me fait vraiment penser aux mecs qui disent « Je suis féministe, j'insulte pas ma femme, je pourrais être bien pire. » Oui, oui, il y a ce côté-là. Il y a le côté « Oh, ça va, écoutez. » Elle est pas morte, la dame. Enfin, pas pour de vrai. Enfin, il y a un peu d'esthétisme autour de ça, mais elle est pas vraiment morte. Bon, bah ça va. Ouh là là. Alors oui, elle est présentée en espèce d'objet sexuel, mais on voit pas d'homme en train de la reluquer, ou on voit pas d'homme en train de la violer, par exemple. C'est quand même... Oui, bah c'est pas féministe pour autant. Écoutez, c'était Guy Bourdin. Vous êtes content d'avoir vu Guy Bourdin ou pas? Parce que moi, pas trop. Enfin, mais après, d'un côté, on dit pas non à plus de... Voilà, plus de savoir. Ah, mais j'avais pas dit... Pardon. J'avais pas vu du tout qu'il y avait eu un don de Danny Cool. Merci beaucoup, Danny Cool. En fait, j'entends pas bien. J'entends pas bien les alertes. Et je suis désolée, du coup, j'ai loupé complètement ce truc-là. Je suis désolée, Danny Cool, si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je te remercie 1000 fois pour ce don. Merci beaucoup. Je vais régler un peu ces histoires d'alerte parce que moi, je ne les entends pas. Donc, c'est un peu triste. C'est un petit peu triste et du coup, ça fait que je loupe certaines alertes. Voilà, je suis désolée. Je suis désolée pour ceux qui auraient fait un don que je n'ai pas vu. Pardon, excusez-moi. Ce sera quelque chose qui sera corrigé dans le prochain live. Alors, est-ce qu'on a le temps? Oh là là, mais non, ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus. Bon bah écoutez, on lira ça une autre fois. Les féministes hétéros devraient s'intéresser à l'injonction à l'hétérosexualité, parce que c'est un peu long en plus. C'est un peu long et je sens qu'on va en parler pendant des plombes. Je vais le garder de côté. Je vais le garder de côté pour de vrai. Mais oui, je loupe l'alerte du Rohan alors que je la trouve drôle et chouette. Donc voilà. Ah mais vous les loupez pas en fait les alertes. Donc est-ce que la personne qui a fait un don, vous avez entendu l'alerte pendant le live ou pas? Répondez-moi. Répondez-moi maintenant. Parce que chiant. Parce que nul. Parce que personne ne veut ça. Moi, j'ai rien entendu. Non, pas pour le don. Bon, bah écoutez, peut-être après c'était sur un autre live et qu'on l'a loupé. Hein. L'article que tu as sous les yeux, tu peux le croiser avec la vidéo de Jacotte sur l'hétéronormativité. L'amour, c'est de la merde de mémoire. Bah, pourquoi pas faire un live dessus, en fait? Pourquoi pas faire un live dessus? Ce serait intéressant, en fait, de faire un live exclusivement sur ce lesbianisme politique, parce que même moi, je suis pas sûre d'avoir des idées très arrêtées là-dessus.
Donc ça pourrait être vraiment intéressant de faire un petit live là-dessus. Bref, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que logiquement, vous le savez, ces lives-là sont censés être moins longs que ceux du lundi et du jeudi. Donc voilà. Il y avait eu un quelle est la qualité essentielle pour une femme à un moment dans le live, mais c'était peut-être pas ça. Non, je pense pas. Je pense pas que c'était ça. Écoutez, dans tous les cas, il faut absolument que je remette un peu plus fort ces alertes parce que je ne les entends pas. Donc effectivement, elles ne me troublent pas, mais je ne les entends pas. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Là, par exemple, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas entendu. Je pense qu'il faut que je me remette les sons des alertes. Vers qui est-ce qu'on va? Vers qui est-ce qu'on va? Pour aider, pardon. C'est une question où moi, ça me semble évident parce que je l'ai sous les yeux, l'écran, mais où vous, ça devait être beaucoup moins évident. Vers qui est-ce qu'on va pour faire un raid? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous laisse libre de vos choix. Antipatriarcam, on l'a raidé il y a très peu de temps. Donc peut-être, si vous avez une autre idée, n'hésitez pas parce qu'on l'a raidé il y a assez peu de temps. C'est bon, vous êtes lesbienne du coup? Ah ben, pas tous, pas tout le monde. Donc, et puis on n'a pas lu l'article, du coup on n'a pas eu le temps de lire l'article. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à donner des idées de raid pour cette fin de live. On se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain soir du coup. Alors cette fois-ci, je pense que vraiment on se retrouve demain soir pour du jeu vidéo. Ça va être quelque chose de plus tranquille puisque comme je vous l'ai dit, on va commencer à faire les jeux vraiment de l'été où du coup on va avoir des lives un peu plus chill le jeudi parce que c'est l'été et qu'on a le droit d'être un peu plus chill, vraiment. Que dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux où vous avez du coup énormément d'informations sur ce qu'on va faire par exemple pendant les lives ou pendant la chaîne ou sur nos chaînes sur notre chaîne YouTube. Que vous dire d'autre? On va voir du coup Silana, vous m'avez dit, et Cassandre. Alors Silana, j'ai pas. Ah si, Anna, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du Overwatch. Et moi j'aime bien Overwatch. Je trouve que c'est cool. Et sinon il y a Cassandre. Qui fait quoi? Je sais pas sur quoi elle fait, par contre, Cassandre, je ne sais pas. Et bien évidemment, pardon, merci Kitty de le rappeler, il y a également la chaîne secondaire des replays de la nuit, sur lequel sont rediffusés les lives. Donc effectivement, n'hésitez pas non plus à aller voir cette chaîne secondaire-là. Klitsch Norris, mais oui, il y en a plein en fait. Qui fait de la politique et qui commence dans assez peu de temps. Louise Petrouchka, oh là là, mais vous avez plein de refs que je n'ai pas du tout et où c'est nul et il faudrait que je les ai plus, ces refs. Louise Petrouchka qui fait de la musique, dites donc qu'on n'a pas trop raidé encore sur des chaînes qui font de la musique. Pourquoi pas Louise Petrouchka effectivement. Oui, donc du coup, Louise Petrouchka, ça vous va à tous? Plus simple pour Klitsch. Klitsch Norris, Antipatriarcam, on l'a fait il y a très peu de temps. Musique, je joue de la cornemuse. Alors non. ou Klitsch Norris, écoutez, c'est vrai aussi. Plus simple pour Klitsch, vous êtes plusieurs pour Klitsch Norris. Bon, allons vers Klitsch Norris. Hein? Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être resté avec moi tout au long de cette revue de presse. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire et si tu tapes des lettres au pif et tu prends ce qui sort. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire et qu'on essaiera de faire du coup dans un live qui sera consacré à ça, notamment le féminisme et les liens entre féminisme et lesbianisme. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant.
Merci beaucoup d'être bienveillant, d'être présent à chaque fois. Du coup, demain, je le répète, on fait quelque chose de plus chill, on fait du jeu vidéo parce que pendant l'été, on va faire un live chill quand même par semaine, ce qui est, me semble-t-il, vital pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je sais que ça a été déjà mis un peu avant, mais remettons-le ici. N'hésitez pas à rejoindre le Discord où vous pouvez continuer à parler entre vous et continuer les discussions qu'on commence à aborder ici. Pareil, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Twitter parce que c'est là où il y a le plus d'infos sur ce qui va se passer sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Et eh bien, écoutez, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Bonne soirée, bonne nuit, soyez heureux. À bientôt.